Alors, avant de conclure, je vais passer la parole à nos confrères Gérard Boudet et Jean-Louis Blanc sur le thème « Quelques récentes acquisitions de notre bibliothèque ». Et nous allons modifier le site au cours de l'année 2023 avant de le refondre plus tard. On a le projet d'avoir aussi un onglet sur le site dans lequel il y aura les nouvelles acquisitions de la bibliothèque. Et plus tard, on aura peut-être aussi le catalogue. Mais le catalogue fait 45 000 titres. Donc, c'est quand même pas... Voilà. Voilà. Je passe la parole à nos bibliothécaires. Donc, le mois dernier, je vous avais présenté un ouvrage de l'historien Alain Corbin. Depuis... Je rappelle dans le micro. Plus près de la bouche. Plus près de la bouche. Le mois dernier, je vous avais présenté donc un ouvrage de l'historien Alain Corbin. Depuis, nous avons acquis un autre livre de cet auteur, Le monde retrouvé de Louis-François Pinago, avec pour sous-titre Sur les traces d'un inconnu, 1798-1876, pour vous situer la période. La plupart des historiens écrivent des biographies sur des grands personnages. J'ai mis sur mon papier, j'ai mis grands personnages entre guillemets. Donc des grands personnages tels que des rois, des seigneurs, des papes, on en a parlé tout à l'heure, et il y a de nombreux écrits sur ces individus. Et j'ajouterais aussi que quand les historiens parlent des petites gens, toujours entre guillemets, c'est pour les noyer dans des statistiques, dans des moyennes. Alain Corbin choisit un inconnu qui est tiré au hasard dans les tables décennales de la fin du XVIIIe siècle. Il explique comment il a tiré au sort cet inconnu. Alors ce n'est pas en Haute-Loire, l'auteur a choisi le département de l'Orne, dont il est originaire, et dans les archives de ce département, mais aussi aux archives nationales, en parcourant différents fonds, il trouve matière pour écrire plus de 300 pages sur Louis-François Pinago, un sabotier, analphabète, d'une commune tout aussi inconnue que le personnage, Origny le Butin. Qui d'entre vous connaît Origny le Butin? Vous êtes excusés, c'est pas en Haute-Loire, c'est dans l'Orne. Comment? Et ce n'est pas un personnage de roman comme par exemple Jean Valjean de Victor Hugo. Alain Corbin cite des centaines de références de documents d'archives. Louis-François Pinago a donc bien existé, comme le prouvent ces nombreux documents d'archives. Une autre acquisition récente de la bibliothèque, qui est un ouvrage un petit peu ancien, puisqu'il fut édité en 1997, lors d'une exposition organisée par les archives départementales, le musée Crozatier et les archives municipales. Il reprend les différents points de l'exposition en retraçant l'histoire de l'Hôtel-Dieu, de ses dépendances, qui lui apportent des revenus nécessaires à son fonctionnement, du passage de l'Hôtel-Dieu au centre hospitalier Émile Roux, etc. L'ouvrage est richement illustré et fait référence à de nombreux documents tirés des archives départementales et municipales du Puy. Alors, je rajouterais que cet ouvrage nous a été donné par le musée et qu'avec Astrid, la documentaliste, et nos bibliothécaires, on pratique une politique d'échange. C'est-à-dire que les ouvrages qu'ils n'ont pas et que nous avons en stock, on les donne, et réciproquement. On va prochainement avoir tous les catalogues disponibles du musée Crozatier. Pour faire suite à l'ouvrage précédent, notre bibliothèque a acquis ce livre récemment publié. Il reprend l'histoire de l'Hôtel-Dieu et les soins prodigués par les différents services, surtout au XIXe et XXe siècle, puis aborde la construction de l'hôpital Émile Roux, puis les soins prodigués et leur évolution. On y trouvera des témoignages, des souvenirs, des anecdotes, mais le livre lui-même est un témoignage des deux auteurs, infirmières à l'hôpital Émile Roux. Très intéressant ce passage-là, parce qu'on y voit Émile Roux, dont tout le monde a la mémoire, mais André Chantemesse et Louis Martin, qui sont aussi deux médecins dans l'entourage de Pasteur aux origines de l'Institut. Puisque Pasteur, vous le savez, n'était pas médecin.
et dont il faudrait rendre hommage à la mémoire parce que ce furent des médecins remarquables. Voilà, un autre ouvrage que nous avons acquis, c'est Les savoirs ruraux du Moyen-Âge à nos jours, de Jérôme Lamy et Sylvie Vabre. L'histoire se fait avec des documents écrits, sans doute, quand il y en a, mais elle doit se faire sans documents écrits s'il n'en existe point. Avec tout ce que l'ingéniosité de l'historien peut lui permettre d'utiliser pour fabriquer son miel, à défaut des fleurs usuelles, donc avec des mots, des signes, des paysages, des tuiles, des formes de champs et de mauvaises herbes. Les auteurs présentent ainsi leur travail. Nous avons fait le choix d'évoquer les savoirs dans leur diversité la plus large, parce qu'ils permettent de comprendre, dans un secteur précis du monde social, celui de la ruralité, la très grande variété des productions, des circulations et des restitutions savantes qu'il a concernées. L'enjeu est ainsi de considérer les savoirs forestiers des paysans, paysannes, agronomes, des voyageurs, voyageuses, des éleveurs, éleveuses, des vétérinaires, des artisans, des experts, expertes, des producteurs, productrices de denrées, des arpenteurs, des érudits locaux, des extracteurs de minerais, des arboristes et des économistes. Les savoirs agricoles du Moyen-Âge et de l'époque moderne abordés par le prisme de l'archéologie et de l'agronomie. Les techniques de plantation, des techniques de conservation à redécouvrir, le fruitier, les glacières, le logement animal, les savoirs ruraux et les maladies des plantes cultivées avec les terminologies populaires et les pratiques paysannes. Un chapitre traite du sens et de l'étymologie des mots. Une évocation de quelques pratiques paysannes, par exemple, produire des fumées contre les brouillards nuisibles, abattre la rosée des blés avec une corde ou choisir et lessiver les semences. La deuxième partie s'attache à montrer l'état et la diffusion des savoirs ruraux à l'époque moderne. L'exemple de la culture du mûrier est étudié. C'est une pratique qui va devenir à la mode. Le nombre de publications relatives à la culture du mûrier est décuplé entre les années 1740 et 1770. L'engouement est tel qu'apparaît le terme de mûriomanie. Un chapitre important et dont nous savons qu'il intéresse notre plus jeune confrère, Clément Corriol, traite des épizooties sous l'Ancien Régime. Il y est traité de la peste bovine, de la morve, qui est une maladie des équidés, et de trois grandes mortalités ovines du passé, la gale, la douve et la clavelée. La troisième partie du chapitre, très intéressante également, nous parle des mesures agraires prémétriques et des pratiques paysannes, de la diversité des mesures agraires, de la chronologie et des pratiques paysannes dans l'Antiquité. Chez les Carolingiens, la superficie, la semence, le travail, le temps de travail en journaux et charrués par exemple. Ensuite, il est question de savoir estimer la valeur des biens, faire un cadastre, établir, estimer et hiérarchiser la valeur des biens fonciers et immobiliers. Nous n'avons pas pour projet de résumer ici toute la table des matières de cet imposant ouvrage, mais nous pouvons citer Jean-Marc Morisseau, qui est le préfacier de cet ouvrage et qui conclut sa préface en écrivant que de cet ouvrage, il résulte une gerbe de travaux d'une véritable richesse intellectuelle dont on peut souhaiter qu'elle rejaillisse sur les conditions effectives du développement des savoirs dans l'histoire des campagnes. Un autre ouvrage qui est arrivé à la bibliothèque, c'est le mémoire de master de notre jeune confrère Geoffrey Brun. Le titre, Le château d'Esplantas, de la féodalité à l'humanisme. Ce mémoire de master se présente en 2 volumes. Dans le premier volume, Geoffrey Brun nous présente dans une première partie le château d'Esplantas dans sa situation géographique et nous en fait une description de l'extérieur et de l'intérieur. Il en fait une représentation historique dans laquelle, avec de nombreuses références, il fait la liste de toutes les familles qui ont occupé le château. Et dans une deuxième partie, il traite de l'aspect intérieur de la période médiévale à l'époque moderne. Une troisième partie traite des aménagements modernes et des aménagements récents.
Le second volume est un volume d'illustration qui contient de nombreuses photographies et les plans du château. Voilà pour aujourd'hui. Merci. Alors, comme d'habitude, après la séance, si vous le souhaitez, nous avons un certain nombre d'ouvrages que nous pouvons proposer à la vente. À tarif préférentiel. Et j'ajouterais qu'on a aussi un grand nombre de d'anciens bulletins de la Société académique. Le cahier de la Haute-Loire. Oui, non, je parle des bulletins de la Société académique, excuse-moi. Donc, je suppose que vous avez les derniers, puisque vous êtes membre de la Société académique. Et si vous voulez compléter votre collection, alors tous ne sont pas disponibles. On ne peut pas tous les emmener parce qu'il y en a trop. Faites une liste de ce que vous souhaiteriez acquérir. Et alors, le prix dépend de la quantité. Voilà. On finira par les vendre au poids. Donc, faites une liste pour la prochaine fois et puis on vous les emmènera à une prochaine séance. Comme je compatis à vos souffrances et que rien ne vous sera épargné aujourd'hui, j'ai répondu favorablement à la requête de Jean-René Mestre, qui veut nous dire un mot du spectacle de Didier Père, du rififi dans les lentilles. Mais ça sera très, très bref. Très bref, c'est parfait. Pour vous dire, on parlait des cahiers de la Haute-Loire à l'instant, donc notre ami Didier Père, qui est président des cahiers, a préparé, et puis la première a eu lieu il y a quelques jours à l'Université d'Espagne, un spectacle qui s'appelle du rififi dans les lentilles, et qui est une sorte de spectacle de chansonnier cabaret pono, avec des vieilles chansons de Girolet et de tous les auteurs de fin 19e, début 20e siècle. Je sais que ce spectacle va tourner un petit peu en Haute-Loire, il va être à Monistrol d'Allier, il va être dans d'autres endroits du département. D'ailleurs, on peut le faire venir à volonté, ce spectacle, il suffit de prendre contact avec Didier, je crois que pour un coût de 600 à 700 euros, tout frais compris, il est disponible pour 1h45 à peu près de spectacle. Et si vous avez l'occasion, ce que je veux dire surtout, c'est allez-y, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, vous avez toutes les chansons typiques de l'époque sur le puits, le volet, Gloire à la gentille, la chanson de la borne, etc. Je sais que dans la salle, il y a quelques-uns qui étaient là et ils pourraient en parler aussi bien que moi. Je le fais juste parce que j'ai eu la réponse de Bernard pour le faire, donc je ne m'en plains pas, j'en profite. Donc allez-y, et Didier vraiment a fait un très bon travail de mise en valeur de tout ce patrimoine qui est un peu malheureusement oublié et qui vont vraiment l'heure et demie d'écoute, c'est vraiment extraordinaire, c'est un excellent souvenir pour moi et je crois que si vous y allez, vous en serez très content. Oui. Voilà. J'ajouterais simplement qu'avec Didier, mais comme avant avec Christian Sauve, on collabore très étroitement avec les cahiers. Et il se trouve que nous, en recevant des dons de bibliothèque, et nous en avons encore d'autres qui sont en prévision, on vient de recevoir le don de la bibliothèque de Madame Chabert qui a représenté une quantité importante d'ouvrages. Il se trouve qu'on a des collectes. Par exemple, on a une cinquantaine de volumes des cahiers de la Haute-Loire qui sont épuisés. Donc, si vous voulez enrichir, boucher des trous, combler des lacunes, voilà. Alors, nous sommes dans la situation particulière où les cahiers n'ont plus certains volumes, mais nous les avons. Voilà. Et je dirais que on collabore avec Didier, puisqu'il n'est pas impensable du tout qu'on va les leur revendre. Alors, pourquoi les leur revendre? Parce que l'argent que l'on récupère avec les ventes d'ouvrages, les nôtres ou d'autres, servent à alimenter la bibliothèque et les travaux de restauration.